Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on parle des step functions. C'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi ça pourrait être utile. Tous les détails dans un instant. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là, comme tous les vendredis matins, avec un invité. On explore soit un retour d'utilisation d'un de nos clients, d'un partenaire, soit on explore un service AWS. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un service qui, comment le dire, à mon avis, devrait être beaucoup plus connu et beaucoup plus utilisé, bien qu'il soit déjà bien utilisé. Pour moi, ça reste une des petites merveilles d'AWS, quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous êtes un développeur. Je parle des step functions, qui est un espèce de... Enfin, je laisserai mon invité définir, mais un espèce d'orchestrateur de workflow pour vos applications serverless. Et mon invité, justement, c'est Nicolas Mancière, je prononce correctement, Mancière, basé à New York, mais francophone. C'est pour ça que tu peux être dans le podcast en français. Tu es Senior Solution Architect chez AWS pour les startups dans le monde de la FinTech et du Web3. Waouh! Tu es aussi expert serverless dans le groupe interne de nos experts serverless. Alors, serverless, ça recouvre plein de choses, hein. C'est dès qu'il n'y a pas de serveur à gérer. Ça a commencé il y a plusieurs années avec les fonctions lambda, mais souvent on veut faire beaucoup plus que écrire une fonction lambda. On doit orchestrer différents services et c'est là qu'il y a Step Function. C'est quoi Step Function ? Ouais, bonjour Sébastien, merci de m'inviter. Alors Step Function, comme tu l'as dit, c'est un service qui te permet d'orchestrer des microservices. Donc d'orchestrer des services ou des tâches AWS. Donc concrètement, si tu dois enchaîner plusieurs étapes, plusieurs tâches, appeler des API, appeler des services, Step Function est là pour toi, pour te permettre d'orchestrer tout ça, te permettre de gérer les erreurs, de permettre de gérer les retries et de permettre de débugger et de visualiser l'exécution de tes workflows. Dans ma première vie chez AWS, j'ai donné beaucoup de cours à des développeurs, à des architectes, des trainings AWS, et on parlait workflow justement, et il y avait cette difficulté de compréhension des développeurs, parce que je prends ma casquette développeur junior, Python, JavaScript, et j'ai un workflow typique, je sais pas, je dois appeler une API en fonction du résultat de cette API, je dois appeler l'API B ou l'API C, puis je dois aussi attendre, etc. Et puis au final, merger tous les résultats et appeler l'API D. Je suis développeur junior, j'ouvre VS Code, je commence à écrire en Python, ben voilà, j'appelle mon API A, j'attends, puis à la ligne suivante, je merge. En quoi Step Function va m'aider à simplifier ce code-là ou à éviter de développer ce code-là? C'est quoi la différence? Très très bonne question. Alors c'est vrai que traditionnellement la plupart des applications étaient monolithiques. Aujourd'hui dans le cloud on est plus sur des systèmes distribués, des microservices. On essaie de découpler les fonctionnalités des applications histoire de scaler les différentes parties d'une application. Peut-être que certaines parties ont besoin de plus de ressources que d'autres. Découpler les parties de ton application te permet aussi de gérer les erreurs plus facilement, te permet de scaler indépendamment et te permet de mettre à jour ces bouts de code indépendamment aussi. Donc t'es pas en train de mettre à jour l'application entière à chaque fois, tu vas pouvoir mettre à jour chaque composant indépendamment et donc dès que tu dois gérer ces composants qui sont donc indépendants, tu te retrouves avec des problèmes d'orchestration. Si toi, dans ton code, tu te retrouves à orchestrer manuellement dans ton code les différentes tâches, c'est-à-dire j'exécute une première tâche, et puis j'attends comme tu disais, puis j'en lance une autre, et puis s'il y a une erreur, je réessaye, et puis en fonction du résultat, je vais exécuter la tâche A ou la tâche B, et si toi, tu codes dans ton application cette logique d'orchestration, alors là, tu as un besoin d'avoir un orchestrateur parce qu'au final tu veux pas faire ça toi-même, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, très difficiles à coder déjà, puis à débugger, et puis tu te retrouves avec des liens forts entre tes éléments, tu te retrouves avec des dépendances fortes entre tes différents éléments puisque c'est ton code toi-même qui va avoir des logiques d'enchaînement, des logiques de gestion d'erreurs, des logiques de réessayer, de retry. Donc l'idée, c'est de sortir toutes ces logiques d'orchestration à l'extérieur de ton code, garder tes éléments très simples, tes tâches, tu les gardes très simples, chaque tâche va faire une
opération très spécifique. Donc t'es pas en train d'avoir un bout de code qui fait beaucoup de choses et qui fait tout. Tu vas te retrouver avec des petits bouts de code, des petits microservices qui vont faire des choses très précises. Et l'idée, c'est comment tu vas enchaîner ces tâches de façon intelligente, comment tu vas gérer les erreurs, comment tu es capable de débugger ces tâches-là. Et c'est un vrai problème. Et donc Step Function est un service qui te permet de résoudre ça. Il y a des services open source qui sont disponibles comme Apache Airflow, qui fait quelque chose de similaire, qui est aussi un orchestrateur et qui te permet donc d'orchestrer tes microservices. Donc Airflow, c'est open source, c'est disponible, tu peux l'installer dans ton architecture, dans ton infrastructure, sur ton data center, si t'es on-premise, mais si t'es sur Amazon Cloud, Amazon fournit un service serverless clé en main et qui est donc Step Function. Donc j'essaye de te suivre, je suis développeur, plutôt que d'avoir mis toute ma logique de if, then else et d'enchaînement des différentes partie de ma fonction métier dans mon code Python ou Java, etc. Je garde que les éléments de base, appeler le service A, tester la valeur de retour et en fonction de la valeur de retour appeler A ou B. Non, ça même pas, ça pourrait même être délégué au workflow également. Mais je garde que mes briques de base vraiment. Et cette logique de structure, d'algorithme, de branching, de décision, d'attente, de retry en cas d'erreur, je la mets ailleurs que dans mon code. Ça simplifie énormément le code parce que, comme tu l'as dit, c'est pas facile à coder. Hein. Un retry avec back-off exponentiel, etc. Ça peut devenir un cauchemar et ça nuit à la lisibilité du code aussi. On voit plus à quoi faire la fonction parce que finalement, il y a plus de code qui sert au branchement et à la gestion de l'infrastructure qu'à la fonction métier qu'elle est supposée faire. Et donc, on met dans un service séparé ce workflow. Et c'est ce workflow qui va exécuter mon code. Comment il exécute mon code? C'est quoi les briques d'exécution de mon code? Qu'est-ce que le workflow peut appeler, peut invoquer? Ouais. Alors le workflow déjà il est invoqué via un appel API. Ok. Donc vous pouvez utiliser. Ça c'est pour appeler le workflow lui-même. Ça c'est pour démarrer. Pour démarrer le workflow. Au final, on appelle l'API Step Function. On lui dit exécute-moi le workflow A avec comme input des données. Les inputs vont être du JSON par exemple. C'est une bonne idée de partir de là, mais ça veut dire que moi, application developer, si j'ai une application mobile ou web, je peux appeler l'API de Step Function directement. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Tu peux l'appeler directement depuis une fonction lambda, depuis ton site backend, et c'est une fonction API. C'est un appel API standard. Typique, comme si tu appelais S3 ou n'importe quel autre service. Mais un workflow, ça peut durer très longtemps, donc je suppose que l'appel d'API revient immédiatement. Il revient tout de suite. Il revient tout de suite avec l'ID de ton workflow et quelques informations d'exécution. Et après, c'est à toi de regarder si ton workflow est terminé ou pas. Si tu veux savoir le statut de ton workflow, tu vas faire un autre appel API et demander le statut du workflow pour savoir s'il est succeed, fail, running, etc. Et donc, tu passes en input des données, donc typiquement du JSON. Et ensuite, ton workflow, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre cet input et il va le passer tel quel à la première tâche. La première step. On parle de states sur Step Function. Chaque state est une étape de ton workflow. Graphiquement, on peut imaginer un organigramme sur une feuille de papier avec des boîtes qui s'enchaînent, un arbre de décision, etc. Et chaque boîte, c'est une tâche. Exactement. Mais qu'est-ce que je mets dans une tâche? Je reviens à ma question initiale. Ouais, non, j'allais y venir. Oui, je sais. J'allais y venir. Alors, donc, chaque tâche peut être... Donc, il y a plein de possibilités là. Donc on peut avoir des tâches d'exécution qui vont par exemple invoquer une fonction lambda, publier un message dans SNS, exécuter une tâche sur ECS Fargate, par exemple un container. On peut peut-être démarrer un container, une tâche sur un container, on va attendre qu'il se finisse. On peut démarrer un autre workflow, Step Function, donc on peut avoir des workflows imbriqués. On peut démarrer un job de ETL sur Amazon ou sur AWS Glue par exemple. Donc ça, c'est des tâches d'exécution. On peut appeler des API aussi. Maintenant, Step Function supporte plus de 250 API au sein d'Amazon. Donc tu peux appeler des API EC2, l'API S3, l'API Gateway. Plein de services sont disponibles. Donc tu peux orchestrer ton architecture, orchestrer tes applications, orchestrer des services, orchestrer des mises à jour, des déploiements, etc. À côté de ça, tu as des tâches, on va dire,
de gestion de workflow, du branching, comme tu l'as dit avant. Branching, ça veut dire si ceci, alors je vais exécuter la tâche là, un if then else, quoi. C'est ça, un if else, c'est une tâche de choix, choice state, et en fonction de la valeur d'input, on va faire un choix. Si la valeur est X, on va à droite, si la valeur est Y, on va à gauche. Donc ça te permet de brancher, de faire des branches dans ton workflow. T'as des étapes de parallélisme. Tu peux décider d'avoir 10 tâches en parallèle qui s'exécutent, et tant que ces 10 tâches sont pas terminées, t'avances pas, t'attends que tout soit terminé. Mais ça te permet de paralléliser. T'as des tâches d'attente. Tu veux peut-être attendre un certain temps. Voilà, tu as des tâches de pass-through où tu te dis, voilà, peu importe ce qui se passe, je passe through, je passe à l'étape d'après. Et tu as des étapes de mapping. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être discuter un peu plus après. On ira plus en détail après. Voilà, mais le mapping, ça te permet d'aller chercher des fichiers ou chercher du contenu à l'extérieur de ton workflow, les ramener, et puis en fonction du contenu de ces fichiers, tu vas exécuter des tâches en parallèle. Ça te permet de processer énormément de contenu. Un peu comme un MapReduce. Alors chez AWS, on aime bien les références au retail et au shopping online. Allez savoir pourquoi. Quand j'achète quelque chose sur un site online, Amazon.fr par exemple, je fais checkout et je peux imaginer qu'il se passe plein de choses derrière ce petit bouton de checkout que je fais. On va vérifier l'état des stocks, on va donner un ordre à un robot d'aller chercher l'item pour le mettre dans une boîte et me l'envoyer. On va peut-être rédiger la facture, faire un calcul de TVA. On va peut-être envoyer un ordre à un transporteur pour qu'il boucle de la capacité pour pouvoir m'amener le colis. Enfin, et tout ça, ça doit s'enchaîner dans un certain ordre. Le workflow doit être annulé s'il y a certaines erreurs, mais d'autres pas, etc. Donc, un checkout d'un site e-commerce, quand je t'écoutais parler, pour moi, c'est le use case parfait pour ça. Et je me dis, mais de plus en plus de fonctions, même une recherche, etc., on pourrait coder toute une application avec des workflows business comme ça qui orchestrent d'autres services. Exactement. Tu peux imaginer, à partir du moment où tu as 2 tâches qui s'enchaînent, Step Function devient une option valide pour toi. Si tu te retrouves avec une fonction lambda qui appelle une autre fonction lambda, par exemple, Step Function, c'est pas un bon practice. T'as pas envie d'appeler une lambda dans une lambda. Si tu dois exécuter 2 tâches et tu veux faire des retries, tu veux gérer les erreurs, tu veux avoir des logiques d'annulation, etc. Pareil, Step Function. Et c'est très utile pour justement limiter la complexité, parce que si tu as une lambda qui appelle une lambda, comment tu fais pour débugger la deuxième lambda? Le problème vient peut-être de la première, donc il faut que tu reviennes dans les logs de la première pour aller vérifier ce qui a été passé à la deuxième. Et donc tu te retrouves dans un vrai problème de debugging et d'observabilité. Tu sais pas ce qui se passe en fait, et donc c'est très compliqué à débugger. Et c'est là où Step Function te donne une visibilité globale 360 qui te montre l'input de début, l'output de fin, toutes les étapes, toutes les tâches qui se sont exécutées au milieu avec les résultats de chaque tâche, et tu vois visuellement si une tâche a eu une erreur et tu sais quelle erreur a eu lieu, etc. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Et même pour tester, dans ton cas, une lambda qui appelle une autre, tu peux, si tu testes la première, forcément ça appelle la deuxième aussi, tandis que si tu les sépares, tu peux les tester séparément, unitairement, même si c'est pas vraiment des tests unitaires. Tu peux les développer indépendamment, tu peux les mettre à jour indépendamment, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai avantage. Alors tu travailles avec des clients dans le monde de serverless et qui implémentent des step functions à longueur de journée. C'est quoi les cas d'utilisation typiques, soit typiques, en fait il y a 2 parties dans ma question, les cas typiques et puis les cas peut-être un peu wow que tu as vu aussi. Et, tiens, ça c'est gonflé de faire ça en step function. Oui, alors il y a pas mal de use cases, on va dire typiques. Par exemple, le ETL, le data processing, que ce soit la gestion des fichiers, si vous voulez par exemple modifier des fichiers, les agréger, les transformer rapidement, step function peut faire le job avec des fonctions lambda. Vous prenez l'input avec peut-être un lien vers un fichier, la lambda prend ce fichier, le transforme et le repose autre part. Ça peut être avec plusieurs étapes de modification, par exemple, ça peut être quelque chose. On voit aussi beaucoup de transcoding d'images pour faire des thumbnails, par exemple. Imaginons il y a une image, il y a une vidéo qui arrive, faut faire des thumbnails de différentes tailles. On peut très bien lancer un workflow avec chaque task va aller exécuter un bout de code qui va aller générer un thumbnail de différentes tailles en parallèle, par exemple. Pareil pour tout ce qui est vidéo, images, fichiers. Donc
processing de fichiers. On voit pas mal de clients aussi utiliser Step Function pour le machine learning, pour processer les outputs des machine learning, pour faire de la fraud detection, des recommandations, enrichir de la data par exemple. Donc les modèles ont besoin d'être enrichis, la donnée arrive, j'ai peut-être plusieurs sources pour enrichir cette donnée. Bon bah pareil, de façon avec des microservices et de façon parallèle, je peux aller enrichir mes fichiers pour après le passer à un modèle de training machine learning. Step Function peut être utilisé pour faire des fonctions, des workflows synchrones ou asynchrones. Donc, tu parlais d'un système de checking sur le e-commerce, c'est très typique. On le voit beaucoup où, en effet, il y a énormément d'étapes à faire avant d'arriver à un résultat final. Il faut payer, vérifier que le paiement a lieu, il faut vérifier l'inventaire, il faut envoyer un email, il faut envoyer des notifications. Puis, s'il y a une erreur de paiement, alors il faut annuler l'ordre. Puis, une fois que tout ça a été fait, il faut en effet appeler le centre où il y a les paquets et puis s'assurer que ça a bien été shippé. Une fois que le shipment a eu lieu, etc., il y a d'autres notifications qui partent. Donc tout ça, Step Function peut aider. On le voit beaucoup dans ce genre de business. Après, il y a tout ce qui est aussi operational management et operational automation. Donc, si vous voulez automatiser des tâches opérationnelles, par exemple, mettre à jour des IC2, mettre à jour, créer des images, mettre à jour des snapshots, vous voulez pusher des mises à jour sur votre application ou vos systèmes, peut-être que vous avez beaucoup de SC2 et vous voulez orchestrer les mises à jour avec, pareil, il y a différentes étapes. Il y a plusieurs étapes qui ont besoin d'être effectuées soit en parallèle, soit les unes après les autres. S'il y en a une qui fail, il faut roll back les changements qui ont eu lieu avant, etc. Donc là, Step Function peut aussi t'aider à orchestrer tout ça. Et il y a compute en parallèle, high performance computing, où tu as besoin d'exécuter des milliers de tâches en parallèle. Par exemple, avec Lambda, tu peux par exemple avoir besoin d'avoir 1000 Lambda qui tournent et qui processent des petits bouts de données en parallèle jusqu'à générer un résultat. Alors tu peux imaginer orchestrer ça à la main avec des milliers de Lambda qui s'exécutent en parallèle, mais très très compliqué à arriver à obtenir le résultat final. Comment tu sais que ton processing a fini? Comment tu sais s'il y a une erreur? Tu vois, voilà, on revient au même problème. Donc la Step Function arrive aussi comme sauveur pour orchestrer un petit peu ces milliers de tâches en parallèle qui pourraient être exécutées. Après, on commence à voir des cas un petit peu particuliers avec la nouvelle fonctionnalité de Map State sur lequel on va parler un petit peu après, qui permet de faire un petit peu du map reduce en fait, un peu comme Hadoop ou Spark, qui te permet de gérer des gigabits ou des terabits et donc d'analyser toutes ces données et puis d'arriver à un résultat final. Donc, il faut processer des gigabits rapidement. Historiquement, il y avait pas beaucoup de choix pour faire ce genre de job. Fallait installer Hadoop ou avoir Spark. Alors sur Amazon, il y a EMR qui te permet d'avoir Hadoop managé, donc c'est un petit peu plus facile, mais ça te demande d'avoir des connaissances en Hadoop, des connaissances de MapReduce, etc. et de Big Data. Et donc grâce à la nouvelle fonctionnalité Map de Step Function, maintenant tu peux arriver à processer des milliers de fichiers chaque fichier peut contenir des mégabits ou peut-être même des gigabits, et Step Function te permet de paralléliser, d'aller chercher ces données. Tu n'as pas les passer en input au workflow parce qu'il y avait une limitation de taille au début, et donc maintenant en fait tu dis juste au workflow, j'ai des fichiers qui sont sur S3, va me les chercher, va les lire, et chaque step en parallèle va aller processer des petits fichiers, des bouts de fichiers, va aller faire un reduce, et puis le reduce passe encore dans un processing et va faire un autre reduce jusqu'à ce que tu arrives à la fin et à ton résultat final. Donc au final, c'est un petit peu un map reduce pour les nuls qui te permet d'aller un peu plus vite, quoi. On peut en parler plus en détail parce que effectivement, on compte en parler dans le podcast, donc c'est le bon moment, il arrive dans la conversation comme ça. Ici, on parle, donc pour ce distributeur de map, on parle d'un des composants, donc
une des boîtes qu'il y a dans notre workflow. Là où avant c'était assez difficile de devoir traiter des milliers de fichiers qui arrivent qui existent déjà sur S3 parce qu'il fallait implémenter un mécanisme de loop et passer en entrée la sortie du précédent et gérer ça dans le step function avec les limitations que tu as dit, notamment une limitation sur l'historique des appels, un peu le call stack si je dois prendre une analogie de programmation. Et donc à reInvent l'année passée, novembre-décembre 2022, on a lancé un nouveau composant qui s'appelle Distributed Map et j'ai eu la chance d'écrire le blog post qui annonce, donc j'ai un peu joué avec aussi. Et donc là l'idée, si je te suis bien, c'est un composant qui a la capacité de scaler de façon extrêmement grande, de prendre tous les inputs possibles qu'il peut prendre en même temps, ou presque, enfin il y a une petite limite, on va peut-être en parler, et de déclencher des traitements en parallèle pour tous ces inputs. C'est ça ? C'est ça, et en fait le vrai problème, il y avait des clients, il y a eu des clients qui sont qu'on donnait des retours à Amazon en disant bon, Step Function c'est super, mais moi j'aimerais gérer plus de données en input. Il y a une limitation d'input de mon workflow, je passe un JSON en input à mon workflow, mais au final j'ai besoin de processer plus de données. Comment est-ce que je peux faire? Et donc c'est vrai que cette limite était assez basse, donc bon c'était compliqué. Donc ils sont arrivés avec cette idée de créer un nouveau state qui s'appelle le map state. Et au final, ce que tu vas faire, toi, en tant que développeur, tu vas aller référencer un bucket S3 et tu vas dire, voilà, dans ce bucket, j'ai des fichiers. Et tu vas demander à Step Function d'aller ouvrir ces fichiers pour toi et d'aller les lire et d'aller les processer un par un. Alors, tu peux avoir jusqu'à 40 exécutions en parallèle. Donc, tu peux avoir jusqu'à 40... Dans l'ancien map state. Ouais, donc j'ai en tête 10 000 en parallèle sur le nouveau. Non, alors tu peux avoir des itérations de mapping en parallèle. D'accord. Mais tu peux avoir 40 tâches en parallèle qui tournent. Voilà. Mais tu peux avoir 10 000 en effet child execution. Donc tu peux te retrouver avec énormément de tâches qui exécutent en parallèle. Et donc ça te permet d'aller lire ces fichiers, de les processer, de faire un calcul sur juste ce fichier, de sortir un résultat, un output. Toutes tes milliers de tâches en parallèle vont faire la même chose, et puis une fois qu'elles ont toutes retourné un output, tu peux peut-être refaire encore un processing et remerger tout ça, donc une tâche finale de reducing, hein, c'est là où le parallélisme avec le MapReduce arrive, où au final chaque tâche te renvoie un résultat, puis tu vas prendre tous ces résultats et tu vas les agréger et tu vas avoir un résultat final. Peut-être que tu as besoin d'une deuxième étape de MapReduce et une troisième étape de mapping, etc., jusqu'à ce que tu arrives au final à une tâche finale et un résultat final. Ce qui est génial, c'est que moi, développeur, j'ai pas à coder tout ça, je code ma fonction lambda qui va traiter un fichier. Exactement. Et puis c'est le distributed map, je lui dis le bucket S3 il est là, la fonction lambda il est là, et c'est lui qui s'occupe, c'est le step function qui s'occupe d'aller chercher les fichiers un à un, de lancer mes lambda en parallèle, de retry, de recommencer si jamais il y a des choses qui échouent, etc. C'est extrêmement simple à utiliser d'un point de vue extrêmement puissant, t'as le contrôle bien sûr sur le nombre de parallélisations que tu veux faire, parce que t'as peut-être pas envie d'avoir trop de fonctions lambda qui s'exécutent en parallèle, t'as peut-être des limites, donc tu veux peut-être dire je veux limiter ça à 100 en parallèle, 500, 1000, peu importe, et t'as une visibilité en tant que développeur sur toutes les tâches, toutes les exécutions qu'on veut. Et donc tu peux obtenir, il y avait des exemples avec les données météo du monde, et l'idée c'était de trouver la température la plus haute pour un jour donné dans le monde. Et donc je crois qu'il y a 15 gigabits de données avec toutes les stations météo de la planète qui te donnent tous les jours en fait la température la plus haute. Et donc pour processer ça rapidement, pas facile. T'as des gigabits à lire, il faut aller mettre en mémoire toutes les valeurs de météo et de température, puis à la fin trouver la meilleure. Avec Step Function Map, ce process s'exécute en quelques secondes. On est sur du 30 secondes d'exécution pour aller processer, je crois qu'il y avait 15 gigabits de sources de données. Donc voilà, donc juste pour donner un exemple si tu veux,
de processing en parallèle et de performance, quoi. Distributed Map est tellement scalable que dans le blog post, je disais attention, vous risquez de noyer vos systèmes downstream. Donc, ce que vous appelez dans un Distributed Map, on a parlé de l'exemple lambda, mais ça peut être n'importe quoi qui est appelé par Step Function, risque de se faire saturer. Faites attention, il y a des best practices là qui commencent à émerger. Un très bon point, en effet, et ça arrive pas que avec Step Function. Si tu exécutes des lambdas en parallèle et que tu as des milliers de lambdas qui s'exécutent, soit derrière une API, soit derrière un autre système, si chacune des lambdas va taper une base de données, peu importe, MySQL, PostgreSQL ou peu importe, cette base de données risque de souffrir parce qu'il y a tellement de connexions et tellement de trafic. Et c'est souvent la base de données qui pêche. Et d'ailleurs, je peux peut-être émettre une solution pour ce problème. Si vous avez un problème de scalabilité au niveau de votre base de données, donc si votre base de données commence à souffrir du nombre de connexions parce que vous avez tellement de microservices, okay, vous avez plein de lambdas qui tournent indépendamment les unes des autres, elles créent toute une connexion à la base de données, donc vous risquez d'avoir des milliers de connexions à votre DB risque de souffrir très fortement. Donc pour ça, vous avez un service qui s'appelle AWS RDS Proxy. RDS Proxy, c'est comme son nom l'indique, c'est un proxy entre votre base de données et vos services qui s'y connectent. Donc en fait, vos services vont maintenant se connecter à RDS Proxy et non plus à RDS directement, à votre base de données directement. Ce qui fait que c'est RDS Proxy qui va scale les connexions HTTP, enfin les connexions réseau, et qui derrière va créer une seule connexion à votre base de données, une ou plusieurs d'ailleurs, mais va limiter le nombre de connexions à la base de données histoire de réduire la charge. Il y a d'autres techniques aussi, mais ça peut coûter plus cher aussi. On peut avoir une base de données par microservice aussi. Il y a des techniques d'architecture. Après, ça dépend de la scalabilité que vous souhaitez avoir et le budget que vous avez aussi, puisque tout est lié à un coût. Ok, Distributed Map, c'est nouveau, c'est un usage plutôt avancé. Tu as donné beaucoup de cas d'usage infrastructure ou opération. Dans ce que tu vois chez les clients, grosso modo comme ça, au doigt levé, au doigt mouillé, comme on dit, quel pourcentage de clients utilisent Step Function pour des tâches opérationnelles d'infrastructure AWS versus utiliser Step Function comme un moyen de développement pour des applications métiers, où on met des processus métiers, parce que j'étais parti sur ces exemples-là au début. C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas trop les chiffres en tête. Enfin, mon patch de clients est assez, pas limité, mais c'est les startups fintech spécifique. Donc, tu vois, voilà, les startups fintech de la côte est américaine. Donc, en tant que startup, tu vois, on va dire le trait un peu commun de toutes les startups, c'est il faut réduire les coûts, il faut garder les coûts bas, il faut être optimisé, et donc tout ce qui est service managé, serverless et tout ce qui est service managé, si tu veux, c'est très attractif parce que il n'y a pas de coût opérationnel, il n'y a pas de serveur à gérer, il n'y a pas de mise à jour à faire, il n'y a pas de patch à faire, il n'y a pas de nouvelle version de l'OS, il n'y a pas de SSH management, de gestion de SSL, de certificats, il n'y a pas les gestions de sécurité, il y a peut-être une faille de sécurité qui a été découverte. Si tu gères ta propre machine, c'est à ta responsabilité de la mettre à jour. Donc il y a beaucoup de startups, si tu veux, qui utilisent le serverless, et donc à partir du moment où tu vas commencer à utiliser des lambdas et des services managés, tu te retrouves un petit peu très rapidement, dès que tu commences à faire des logiques métiers un petit peu complexes, tu te retrouves très rapidement à devoir orchestrer 2 ou 3 microservices. Et donc là, toutes ces entreprises-là, si tu veux, à un moment ou à un autre, elles vont se retrouver à faire du step function. Okay, alors peut-être que ces entreprises connaissent pas le service tout de suite, et donc il y a de l'éducation à faire. C'est mon rôle. Donc j'essaie de les éduquer, de les pousser dans la bonne direction. Maintenant, pour les plus gros comptes, les entreprises, c'est un peu différent, si tu veux, parce qu'elles vont souvent ces entreprises-là, elles ont des machines, elles ont du staff, elles ont des gens pour gérer ces machines, et elles ont tellement de volume, si tu veux, qu'au final, faire tourner leur application sur EC2, c'est peut-être plus performant et moins cher à gérer, parce que les volumes sont tellement conséquents qu'au final, elles s'y retrouvent. Et donc pour ces entreprises-là, il y a peut-être un petit peu moins d'usage de Step Function, et peut-être qu'elles sont plus attirées vers Apache Airflow par exemple, puisque c'est plus un service qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, qu'ils peuvent scaler eux-mêmes et qu'ils peuvent adapter à leurs besoins métiers. Maintenant, tu as des cas très simples.
des toutes petites startups, par exemple, je suis dans le Web3 avec les NFT, et donc c'est un petit peu buzz du moment. Il y a beaucoup d'entreprises pour gérer justement ces images NFT qui arrivent, les transcoder, les transformer, réduire leur taille, réduire leur coût, parce que ça demande beaucoup de bandes passantes, mine de rien. Donc plus les images sont petites, moins ça coûte cher. Je connais 2 entreprises qui utilisent Step Function juste pour transformer les images qui arrivent. Donc les images, elles sont déposées sur S3, et puis dès qu'elles sont déposées sur S3, il y a un petit workflow qui se lance automatiquement et qui va aller transformer les images avec différentes tailles de thumbnail et qui sont après montrées sur le site. Voilà. Alors tu m'as convaincu, j'ai envie d'utiliser Step Function, je vais dans la console, je cherche Step Function, je me retrouve devant quel genre d'écran, comment je programme une Step Function? Très bien, bon point. Alors Step Function, ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil visuel, donc c'est visuel et c'est aussi du code, donc c'est-à-dire que c'est les deux. Moi je recommande aux nouveaux utilisateurs d'aller dans la console, d'ouvrir le Step Function Workflow Studio. Et le Workflow Studio, c'est un outil visuel qui te permet de faire du drag and drop, donc du glisser-déplacer de tâches. Donc tu déposes tes différentes étapes de ton workflow, tu cliques dessus, tu vas voir les différentes options de chaque tâche, tu vas être capable de les configurer, de les adapter. Une fois que ton workflow visuellement est correct, tu vas pouvoir voir le code associé. C'est un fichier YAML, en fait, un fichier YAML qui est dynamiquement généré en fonction de ce que tu as designé dans l'éditeur. Et ce fichier YAML, tu peux le sauvegarder dans ton code. Hein. Tu peux le mettre dans ta Git repository et tu peux le sauvegarder dans ton code, et comme ça, tu peux garder la trace des différents changements qui ont lieu ça fait partie du code, d'ailleurs. Si on parle d'une application qui implémente un process métier, on parlait du checkout en e-commerce, le Step Function fait partie du code tout autant que le code Python de Lambda. Donc c'est un éditeur graphique qui génère le code. Pour les plus aguerris, je suppose qu'on peut générer le code directement, voire même générer le code aussi. Si on veut générer des Step Functions dynamiquement, c'est le genre de choses. Tu peux éditer en effet le code généré, tu peux l'écrire à la main si tu veux. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'aller le faire visuellement, puis juste de prendre le fichier généré et puis de le mettre dans ton code source. Mais surtout quand on apprend, parce qu'on voit toutes les options de façon assez facile. On peut chercher les différentes tâches, donc les différents points d'intégration. C'est comme la plupart des éditeurs graphiques. À gauche, vous avez la palette des composants, au milieu, votre espace de travail où vous dessinez, et à droite, les propriétés de l'objet qui est sélectionné pour le moment. Je fais save et puis voilà, c'est en production. Enfin. Alors donc tu en production, c'est-à-dire que il va être dans ton compte Amazon. Hein, c'est-à-dire que idéalement dans un monde parfait, en tant qu'entreprise, tu vas avoir plusieurs comptes Amazon. Tu vas avoir un compte de dev, un compte de test, un compte de QA, de staging, de prod. Donc tu vas faire des essais en dev, par exemple, en QA, etc. Ce qui est intéressant, c'est vu que tu as ce fichier généré, après tu peux déployer ce fichier dans tous tes différents comptes, dans tous tes différents environnements que ce soit production, de test, etc. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as sauvegardé ton workflow? Tu as un nouveau workflow maintenant qui a été sauvegardé dans Step Function, et là, depuis la console, tu peux l'exécuter si tu veux. Donc tu peux dire exécute ce workflow, il va te demander un input. C'est quoi l'input? Donc là, le payload. Donc tu vas fournir ton JSON directement dans la console, tu vas faire exécuter, et là tu vas visuellement voir l'exécution de ton workflow avec les différentes tâches, et à chaque fois qu'une tâche va être exécutée correctement, elle va passer vert, elle va devenir verte, donc tu vas voir que ça a été exécuté correctement. S'il y a une erreur, ça va être rouge avec l'erreur associée. Chaque étape, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir voir la valeur en entrée et la valeur de sortie jusqu'à la fin du workflow. Voilà. Et à la fin, tu as une étape qui s'appelle fin, end, et tu peux cliquer dessus et voir le résultat final que ton workflow a fait. Ça, c'est super intéressant, cette espèce de débugger, pourquoi je dis débugger graphique, où tu vois les différentes étapes. J'ai jamais vraiment débugué. On peut mettre un breakpoint dans une step function? C'est une question stupide. Alors, tu peux pas mettre un stop dans une step function, je crois pas. Tu peux mettre des étapes de wait, mais non, tu vas pas aller étape par étape et voir changer les payloads entre les actions. Ouais. Non, je pense pas, mais c'est un bon point, ça va regarder.
peut-être une nouvelle option. Donc une fois que j'ai testé mon workflow dans mon environnement, j'exporte le YAML, je le mets dans mon Git, et donc ça fait partie ça peut faire partie de mon pipeline, et il peut être déployé dans les environnements de staging, de prod, etc. C'est comme ça que font les clients, je suppose, pour recréer le step function dans les autres environnements. Exactement. Ok, ça c'est l'aspect développement et déploiement aussi du step function. J'ai vu dans la console qu'il y a deux types. Quand je crée un step function, un workflow, il me demande express ou je sais plus quoi, standard. C'est quoi cette différence? En effet, alors donc le workflow standard, c'est le workflow originel. Le workflow express a été rajouté il y a peut-être 2 ans de ça maintenant. Donc le workflow standard a des propriétés particulières. Donc c'est fait pour les workflows qui vont durer, qui vont avoir une longue durée. Ok, un workflow standard peut durer jusqu'à 1 an. Donc le système garde l'état et attend que l'état jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an, il y a peut-être ça peut être 1 an maximum. Au bout d'1 an, il va time out. Ok. Donc tu vas avoir le pricing est différent. Le pricing pour les workflows standards, tu vas payer par transition. Donc à chaque fois qu'un workflow va changer de state, va passer d'une étape à une autre. Donc si tu as 10 étapes dans un workflow, tu vas avoir 10 state transition. 10 tu seras facturé pour 10 transitions. L'unité de facturation, c'est la transition. C'est la transition, c'est pas la durée, etc. Après, tu vas aussi payer, bien sûr, pour les fonctions lambda que tu vas exécuter. Oui, bien sûr. Ici, on parle juste de step function. Mais là, on parle juste de step function. Donc, tu vas payer par transition de workflow. OK? Après, il y a les workflows express. Le workflow express a été créé pour les applications qui ont besoin de gros volumes. Donc, si tu as besoin d'exécuter des millions de workflows, imagine un site de e-commerce comme Amazon, t'imagines des millions d'achats qui ont lieu chaque jour. Donc, tu as besoin de beaucoup de workflows. Par contre, la durée, c'est 5 minutes maximum. D'accord ? C'est pas 1 an, c'est 5 minutes. Il y a des choses qui sont pas supportées. Par exemple, tu peux pas attendre avec les workflows standards. Tu vas être capable d'attendre qu'une tâche s'exécute avant de continuer. Tu vas être capable d'avoir un callback, c'est-à-dire que ta tâche peut rappeler step function pour dire ça y est, j'ai fini. Ça, c'est pas supporté par Workflow Express. Les Workflow Express, c'est des tâches synchrones. Ok, c'est que, il y a synchrone et asynchrone, mais t'as pas de support d'attente et je run des jobs asynchrones et j'attends pendant 1 heure. C'est pas possible. Et par contre, tu vas pas payer par changement d'état, tu vas payer par nombre de requêtes. Donc c'est par invocation. Par invocation et par nombre de gigabits processés par heure. Donc, c'est-à-dire en input, les inputs de ton workflow, si tu envoies des gigabits d'input, c'est ça tu vas payer. Donc, c'est 6 centimes par gigabit par heure. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu peux imbriquer les workflows l'un dans l'autre, tu peux très bien avoir un workflow standard qui appelle un workflow express. Et ça te permet d'économiser des sous dans certains cas. Par exemple, si tu te retrouves avec un bouton workflow qui s'exécute très rapidement, qui est synchrone, mais qui demande 3-4 étapes, au lieu de mettre ça dans un workflow standard et de payer par ces changements d'étapes, tu vas le mettre dans un workflow express qui s'exécute hyper rapidement, et donc comme ça tu peux économiser des sous. Donc c'est un moyen un petit peu un moyen de penser, de simplifier et d'économiser, si tu veux. C'est toujours les discussions que j'aime bien quand on parle FinOps, c'est quand le FinOps influence l'architecture et qu'au final on fait des choix d'architecture à cause de la facture ou pour optimiser la facture, les deux mondes qui... Et puis tu sais, dans mon monde de start-up, c'est un sujet, constant, très central, parce que ils ont les sous, le runway, l'argent qu'ils ont levé doit durer le plus longtemps possible. Donc c'est un vrai sujet. Alors, on a parlé de la console et du fichier YAML qui est généré. Je suppose qu'on peut générer programmatiquement un step function aussi. C'est intégré au CDK. Est-ce qu'il y a déjà des constructs de haut niveau pour step function ou c'est à la mano? Alors, tu peux en effet déclarer ton workflow via CloudFormation, via le CDK. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer ton fichier ASL, donc le fichier, le step function file, tu vas le passer en paramètre au CDK. En paramètre au CDK ou donc on ne le définit pas vraiment en code dans le CDK.
Alors, si tu sais que c'est une bonne question, j'ai envie de regarder vite fait parce que ça se trouve, tu sais, il change beaucoup de choses rapidement. Et je me dis, ça se trouve, il y a peut-être, en effet, comme tu dis, des. Ça pourrait avoir du sens pour des développeurs. Enfin, quand je te laisse chercher pendant que je parle. L'avantage du CDK, c'est un environnement familier pour les développeurs. Si je suis développeur Python, Node.js, je peux exprimer mon infrastructure dans ce langage-là avec les outils de linting, de debugging, de génération de code. Et donc ça pourrait avoir du sens de pouvoir dire je définis mon step function non pas en YAML, mon workflow non pas en YAML, mais dans du code Java, Python, JavaScript, etc. C'est pour ça. Non, mais t'as raison en fait. Alors tu vois, non mais je viens de regarder et c'est possible. Donc avec le CDK, tu as des primitives qui te permettent donc de créer ton workflow directement au sein de ton code CDK. Donc tu peux créer tes tâches, tes steps, tes enchaînements, tu définis au fait dans un langage de programmation ton workflow. Cool, je savais pas, je posais la question de façon naïve, merci d'avoir fait la recherche en temps réel. Pas au courant, donc je suis bien content d'avoir regardé. Et alors j'ai vu qu'il y a une option de déploiement avec SAM, et ça c'est un peu plus mystérieux pour moi. Donc SAM, c'est ce framework qui permet de développer des applications serverless. Donc dans un sens, Step Function c'est serverless, ça a du sens d'être intégré à SAM, mais ça veut dire quoi de l'intégrer à SAM? C'est de nouveau la même chose, on prend le YAML de la Step Function, on le met dans le template SAM, et c'est SAM qui déploie ce Step Function pour moi? Alors, tu vas avoir en fait SAM, pour ceux qui connaissent pas, c'est une simplification du langage CloudFormation. Ok, donc c'est une surcouche au niveau de par-dessus CloudFormation qui simplifie les déclarations de tes services, histoire de pouvoir avoir des templates plus simplifiés. C'est focalisé sur les services serverless, hein, donc comme tu as dit, Lambda, etc. Donc Step Function faisant partie de cette famille serverless, c'est supporté. Et ce qui se passe, c'est que dans SAM, donc tu vas écrire un template YAML, et au sein de ton template, tu vas mettre ton fichier ACL. Donc tu vas en fait tout simplement injecter la définition de ton workflow au sein de ton template SAM. Et SAM, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer le workflow, il va créer les lambdas, il va créer les différents steps que tu aurais besoin. Par exemple, tu as une step avec une lambda, il va créer la lambda, etc. Puis à la fin, il va prendre ta déclaration ASL, donc la déclaration de ton workflow step function, et puis il va générer le workflow pour toi. Donc il va générer dans step function, tu vas voir ton workflow apparaître avec les différentes étapes que tu as définies. Et ce qui est sympa, c'est que dans son template SAM, on n'aura pas seulement la step function, mais également les éléments de support ou d'implémentation de cette step function. Si elle appelle 3 fonctions lambda, on peut les définir dans le même YAML, et donc ce YAML est un YAML dans un YAML un peu. Ouais. C'est un YAML, voilà, exactement. Ouais, mais il contient tout. C'est une unité de déploiement complète. C'est ça. C'est ça. Et donc ça, c'est assez sympa aussi. Bien, mais on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je voulais encore parler d'une chose, et je crois que ça sera un bon call to action, comme on dit en bon franglais, pour terminer ce podcast. Tu as collaboré à un workshop sur les step functions. Yes. C'est quoi ce workshop? Où on peut le trouver? Enfin, ça sert à rien de donner l'URL. Elle est dans les notes du podcast. Vous cliquerez sur les notes du podcast pour trouver l'URL. Mais c'est quoi un workshop? Ça me permet de faire quoi? Alors c'est donc en fait on a un atelier. Alors en français ça s'appelle un atelier. C'est un atelier step function. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de tester step function, de un petit peu rentrer dans le vif du sujet, de jouer avec, de tester quelques workflows, etc. L'atelier va vous guider à travers les différentes fonctionnalités de Step Function. Il y a 13 modules. Vous choisissez le module que vous voulez. Il n'y a pas d'interdépendance entre les modules. Donc vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Il est en français. Donc ça a été ma responsabilité, c'était de le traduire en français. Donc maintenant c'est live, c'est disponible. C'est comme ça que tu sais que ça s'appelle un atelier en français. Voilà, moi, je dis exactement, parce que je ne savais pas. Ça a été compliqué de traduire, par exemple, workflow dans la console Amazon. Ça s'appelle flux de travail. Ouais, alors, moi, tous les développeurs français que je connais, ils disent workflow, mais voilà. Donc il y a des petits ajustements.
Comme la console qui met une pile CloudFormation voilà, une stack, c'est un peu bizarre parfois. Mais enfin, ok, d'accord. Mais donc ce workshop existe. Voilà. Il permet de découvrir StepFunction. Je dois le faire sur mon compte AWS, hein, c'est ça. Ce sont des instructions, comme si je suivais un lab, mais j'ai besoin d'un compte AWS. Exactement ça, c'est un lab. Tu fais sur ton compte Amazon. Il n'y a pas vraiment de coût puisque c'est du serverless et tu vas faire quelques exécutions. Ça va utiliser les fritières, donc normalement ça ne devrait rien coûter. Et ça couvre la nouvelle fonctionnalité de mapping dont on a parlé avant. Ça va couvrir les appels à les imbrications de workflow. Ça va couvrir le monitoring, la gestion des logs, le déploiement avec le CDK, le déploiement avec SAM, les états de choice, les états map, les états de parallélisme, etc., etc. Donc c'est super complet et voilà. Et c'est en français. Et c'est en français en plus, ils sont pas tous traduits en français, donc il faut en profiter. L'adresse est workshops, au pluriel workshops.aws, et puis après pour trouver celui-là vous cherchez StepFunction, mais je vous mets le lien dans les notes du podcast. Mais je dis l'adresse, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ce workshop-là, il y a des centaines de workshops sur tous les domaines. C'est une mine d'or pour apprendre des nouveaux services et pour apprendre AWS ou se préparer à des certifications. Par exemple, Nicolas Monsière, merci d'avoir expliqué avec tant de clarté et de passion le monde de StepFunction, orchestrateur de workflow, de flux, puisqu'on peut le dire en français, en serverless sur AWS. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.